regroupement avait déjà fait. On est un jeune regroupement. On est là depuis janvier seulement. Et puis, c'est de vous offrir tout ce qu'un regroupement offre habituellement. Donc, des formations, c'est de promouvoir notre belle profession qu'il faut quand même continuer à promouvoir et entretenir. Ça permet aussi d'échanger, de permettre des échanges entre les courtiers et les Laurentides. Alors, comme avec les derniers événements, ben, les regroupements physiques, je pense, sont à proscrire. Alors, c'est pour ça qu'on continue un petit peu virtuellement à vous offrir du contenu. Alors, je vais être bref parce que justement, on a un beau contenu aujourd'hui. Je voudrais que vous en profitiez pleinement. Alors, pour les gens du regroupement, évidemment, je suis pas seul là-dedans. Il y a deux autres personnes, des amis acolytes, là, dont Caroline Magnan-David, qui est avec moi, et Myriam Saviano. Alors, ensemble, ben, on est là pour vous offrir le maximum qu'un regroupement peut offrir à ses membres. Et j'aimerais aussi en profiter pour lancer un appel à tous. Si jamais vous avez des idées sur des événements, des formations, ou peu importe, seulement nous contacter, Caroline, Myriam ou moi-même, là, afin de nous partager les idées. Nous, on promet ça en place par la suite. Et j'aimerais aussi lancer un appel aux courtiers. On est seulement 3 sur le regroupement. Alors, s'il y en a qui sont intéressés, gênez-vous pas, levez la main. On va vous accueillir avec plaisir là, dans notre équipe. Et j'aimerais aussi, en terminant, remercier la PCQ, notre association qui, tout au long des événements depuis le 16 mars, nous ont soutenus beaucoup, nous ont quand même protégé nos intérêts. Ils sont allés de l'avant, ils sont allés promouvoir justement l'importance de notre profession et ils nous ont accordé vraiment un suivi là, serré tout au long. Là, ils nous ont vraiment supporté là-dedans. Alors, un gros merci à l'association. Alors, pour moi, écoutez, je vous souhaite un bon flash immobilier et puis on se revoit à la fin pour le petit mot de salutation. Merci. Merci, Michel. Donc, avant de débuter, juste donner certains détails techniques. Donc, comme vous l'avez remarqué, le micro de tous et chacun est fermé afin de réduire les bruits d'arrière-plan. On vous demande de garder le micro fermé afin d'offrir une expérience positive à l'ensemble du groupe. La présentation d'aujourd'hui devrait durer approximativement une quarantaine de minutes avec une période de questions par la suite. Si vous avez des questions à poser, on vous demande de nous les faire parvenir par clavardage ou par chat, puis aussi afin qu'on puisse les répondre à la toute fin. Si vous désirez prendre la parole, vous pouvez utiliser la fonction « Lever la main ». Lever la main, vous allez trouver ça au bas de votre écran, dans la barre d'outils, sous l'icône « Réaction ». Et on va gérer les interventions avec cette fonction-là. Donc, au fur et à mesure que les gens vont lever leur main ou demander de prendre la parole. Puis, on va débloquer votre micro lorsque ce sera votre temps de parler. Puis, on va le refermer à nouveau par la suite. Puis, après le flash immobilier, l'enregistrement de la session, parce qu'elle est enregistrée présentement, elle va être disponible dans l'extranet sous l'onglet vidéo. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Charles Brandt, directeur du service d'analyse du marché. Oui. Alors, bonjour à tous. Alors, je me présente Charles Brandt, directeur du service d'analyse du marché. Peut-être certains d'entre vous me connaissez déjà ou avez assisté aux Fenêtres sur le marché immobilier, notre événement de début d'année. Alors, je suis très heureux d'avoir l'opportunité d'échanger avec vous, chers membres, aujourd'hui. C'est cette initiative, finalement, qui sort d'une situation un peu exceptionnelle, là, de la situation de pandémie, nous pousse à être plus créatifs et curieusement à nous rapprocher davantage de vous. Donc, c'est vraiment très positif. Alors, j'espère que cette formule va vous plaire. C'est l'occasion de présenter aussi l'équipe d'analyse, de service d'analyse de marché. Donc, ça, c'est très important que vous mettiez des visages à des noms. On vous a préparé pas mal un gros contenu statistique. Mais le but de
l'événement aujourd'hui, c'est davantage d'avoir une discussion avec vous, car c'est vous les experts du marché. Donc, on aimerait vraiment, vraiment avoir du feedback de votre part de ce qui se passe sur le marché pour compléter un petit peu notre analyse. C'est vous les experts. Alors, Maïka, voilà, je vais demander à l'équipe de se présenter. Bonjour, moi c'est Éric Lemieux, je suis l'économiste principal pour la PCIQ. Donc, quand vous demandez des statistiques, habituellement c'est moi. Quand les statistiques sont pas bonnes, ben c'est pas moi, c'est le marché. Donc, maintenant je vais passer la parole à Maïka. Bonjour tout le monde, mon nom est Maïka. Je me suis joint à l'équipe tout récemment au mois de mars avec la PCIQ. Auparavant, par contre, j'ai travaillé pour la FCQ, puis j'ai aussi travaillé à Centris où est-ce que j'ai acquis de l'expérience en immobilier. Donc, Éric sera un petit peu la personne pivot dans nos échanges. Une fois encore, nous comptons sur votre participation pour nous donner votre feedback. Alors, qu'est-ce que fait le service d'analyse de marché pour vous? Eh bien, plusieurs choses en fait. Tout d'abord, sur le site, sur l'extranet, vous avez accès à nos baromètres. Là. Donc, les baromètres sont vraiment des documents de référence qui font un petit peu la synthèse trimestrielle de ce qui se passe sur le marché. C'est un document assez détaillé qui passe toutes les régions et tous les sous-secteurs des régions en revue. Là. Donc, ça, c'est un document que j'espère vous connaissez. Nous publions aussi les statistiques mensuelles. Donc, ça, c'est important pour votre suivi. Nous publions aussi de l'information économique pour que vous soyez informés de ce qui se passe dans notre industrie. Alors, ça peut être de l'information qui vient d'institutionnels ou de points de vue par rapport que d'autres experts du marché peuvent donner. Et enfin, nous faisons des analyses aussi plus approfondies du marché pour comprendre certains enjeux, certaines dynamiques et mieux finalement vous équiper pour vous accompagner auprès de vos clients. Donc, nous sommes à votre service et nous répondons à vos questions de marché en tout temps, hein, avec vous allez trouver l'adresse à la fin de la présentation, notre adresse pour communiquer avec nous en tout temps, notre adresse courriel. Alors, quelles sont les analyses de marché qui sont à votre disposition? Alors, je vais vous les présenter, mais nous, ce qu'on veut, c'est mieux vous équiper pour une meilleure compréhension du marché et mieux faire comprendre le marché à vos clients. Donc, nous compilons des statistiques. Tiens, Maïka, tu peux passer avant, s'il te plaît. Maïka? Oui, j'ai changé à principal données analysées. J'ai pas fini avec la diapo d'avant. Je suis désolé, on est obligé de faire ça à distance. C'est pas moi qui ai le contrôle de la présentation. Donc, on compile des statistiques de marché Centris. Donc, ce sont finalement, les statistiques Centris prennent source, vraiment c'est vous la source des statistiques d'information et on les agrège selon des méthodes statistiques validées pour que vous ayez une vue d'ensemble fiable des conditions de marché et cerner la tendance du marché. On peut aussi vous donner, comme je disais avant, des statistiques beaucoup plus détaillées par secteur pour mieux personnaliser votre expérience client. Alors, les principales données analysées sont les suivantes. Bon, évidemment, les ventes, les nouvelles inscriptions, les inscriptions en vigueur. On regarde les prix médians et les prix moyens. On se sert surtout des prix médians. Les délais de vente et on calcule des ratios là, donc pour mieux comprendre où est-ce qu'on est dans notre cycle de marché. Donc, les temps d'écoulement d'inventaire et les taux de surchauffe. Donc, ça, c'est des outils importants pour l'analyse. Les concepts de base, d'analyse de base sont les suivants. Donc, évidemment, il faut faire attention à l'effet de saisonnalité. Donc, c'est pour ça quand on vous présente des analyses, il faut toujours les comparer à la période de l'année précédente, hein, pour éviter le biais de saisonnalité.
On essaye de compiler, de publier les statistiques lorsqu'il y a plus de transactions dans un marché. En dessous de transactions, les statistiques ne sont pas considérées comme fiables ou représentatives. Donc, si vous voyez des petites étoiles dans certains tableaux, c'est parce qu'il y a moins de 30 transactions. Bon, alors l'écoulement de l'inventaire en vigueur, ça c'est sûr que c'est un concept important sur lequel Eric va revenir plus tard dans la présentation. Et puis on utilise surtout, comme je vous disais, le prix médian parce que le prix médian vous permet d'éviter l'impact des transactions qui peuvent avoir des transactions extrêmes, c'est-à-dire soit les transactions, comme par exemple des transactions de propriété de luxe qui peuvent avoir des impacts sur le prix moyen. Donc, pour éviter cette aberration, on utilise le prix médian, comme ça on est sûr qu'un prix de référence, pour un prix de référence donné, on a autant de transactions qui se sont réalisées au-dessus de ce prix de référence qu'en dessous. Donc, c'est beaucoup plus précis comme outil, mais c'est pas encore l'outil de perfection. L'outil de perfection, Maïka, si on peut passer la slide suivante, c'est l'indice des prix des propriétés. Alors, l'indice des prix des propriétés, c'est un outil qu'on va lancer pour le mois au cours des prochaines semaines. Alors, ça va être un outil beaucoup plus précis qui va vous permettre finalement de suivre le marché de manière beaucoup plus linéaire. Ça va éliminer le biais de saisonnalité et ça permettra d'établir un juste prix pour chaque sous-secteur et sous-catégorie de propriété de manière extrêmement précise. Donc, c'est un outil très puissant qui finalement est traité, les données sont traitées à travers un modèle statistique très perfectionné qui permet vraiment d'avoir le juste prix. Et ça permettra aussi une comparaison fiable et consistante des prix de la région de Montréal avec d'autres grandes villes canadiennes. Donc, en termes d'investissement, pour les investisseurs, ça va être un outil de transparence très prisé. Donc, c'est quelque chose qui va venir surtout soutenir les courtiers de la région métropolitaine de Montréal. Donc, pas forcément des Laurentides, mais vraiment plus de la couronne nord de Montréal. Alors, la présentation va se structurer en 5 points, 5 grandes sections en fait. Je vais vous faire une brève présentation de la situation pré-Covid sur le marché du Québec. Ensuite, Maïka vous parlera plus précisément d'évolution dans le marché de la région administrative des Laurentides. Eric vous parlera, lui, de l'impact en tant que tel de la crise sanitaire sur le marché, donc ce qui se passe en ce moment. Donc, premier impact de la crise. Par la suite, il vous brossera le portrait il déterminera le positionnement du marché des Laurentides dans son cycle immobilier. Et puis moi, je vous parlerai ensuite du deuxième impact là qu'on attend, c'est celui de la crise économique qu'on est en train de vivre et de quelle façon ça va se concrétiser au cours des prochains mois. Donc, on vous donnera des perspectives de marché immobilier en conséquence. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Maïka. Oh non, c'est encore à mon tour. Donc, situation pré-Covid. Pour le Québec, comme en début d'année, je vous l'avais présenté par l'entremise du Fenêtre sur le marché immobilier, on a connu une excellente année 2019, en fait une année record, avec une très forte hausse des ventes. Donc quelque chose d'assez historique, à un niveau de vente qui est qui a presque atteint les 100 000 transactions. Donc quelque chose d'assez exceptionnel. Donc nous partons vraiment d'une situation très favorable, avec une forte baisse des inscriptions en vigueur. Donc, ce qui fait que les conditions de marché se sont bien resserrées pour l'ensemble de la province du Québec. C'est pas juste le fait de Montréal, c'est partout que ça se passe et c'est dû à une très bonne croissance économique depuis 2017. Donc, une accélération vraiment de la croissance qui a été bénéfique pour le marché immobilier dans un contexte aussi de baisse des taux d'intérêt. Et forcément, cet resserrement de marché s'est traduit par une accélération
de la croissance des prix au cours des dernières années, et ce, malgré les dernières règles macroprudentielles là, qui sont venues un petit peu encadrer les règles hypothécaires. Donc, malgré ces éléments, finalement, depuis 2000, là, on voit que le marché, on voit que les prix au Québec n'ont pas cessé d'évoluer malgré plusieurs embûches. Donc, ceci est quand même un gage augure d'une bonne tenue du marché pour les prochains mois. C'est sûr que ce qu'on vit actuellement, c'est assez exceptionnel, mais on pense que le marché les conditions de marché sont telles que le choc va pouvoir être absorbé de manière générale. Donc, je vous présenterai les perspectives en fin de présentation. Donc, je vais laisser la parole à Maïka qui va vous dresser le portrait de ce qui s'est passé au premier trimestre dans votre région. Merci Charles. Donc, tout d'abord, on va regarder la carte de la région qu'on va couvrir au cours de la présentation. Ici, on a décidé de couvrir la région administrative des Laurentides. Donc, il faut noter que c'est un territoire qui est un petit peu différent de ce que vous êtes habitué de voir dans le baromètre qu'on publie à chaque trimestre. On a décidé de faire comme ça pour couvrir le plus de municipalités possible. Lorsque les statistiques vont être disponibles, on va y aller au niveau de la MRC pour être le plus précis possible. Par contre, la seule chose qu'il faut noter, c'est qu'il y a certaines municipalités qui se retrouvent dans la couronne nord de Montréal, donc qui se retrouvent dans la région métropolitaine de recensement qui est publiée à chaque trimestre. Donc, pour ce qui est de la performance d'avant-crise, à gauche, on a l'accroissement de la population au cours des 5 dernières années. Donc, on voit qu'il y a une tendance à la hausse pour la région administrative des Laurentides. Même en 2019, on a enregistré une croissance de 1,4 %, ce qui est très positif, qui est aussi plus haut que la moyenne provinciale qui se situait à 1,2 %. Cet accroissement positif-là, il est surtout dû au nombre de ménages, nombre de personnes, en fait, qui vont s'installer dans la province, donc la migration interrégionale. Pour ce qui est de l'emploi, la situation était très bonne aussi. On parlait d'un taux de chômage qui était de 4,2 %. Il faut noter qu'il y a eu beaucoup de départs à la retraite, donc beaucoup de postes à combler dû au vieillissement de la population. Mais ça, c'est un phénomène qu'on observe partout dans la province, pas seulement dans les Laurentides. Au niveau des taux d'intérêt, aussi des taux qui étaient très bas, comme Charles expliquait, un taux de financement fixe à 5,04 % au premier trimestre. Les taux, par contre, ont continué de diminuer. Maintenant, ils se trouvent à 4,94 %. Par contre, les banques offraient des taux plus avantageux à leurs meilleurs clients. On parlait de taux négociés de 2,4 – 2,45 %. OK. Donc, maintenant, pour ce qui est des statistiques immobilières, on a enregistré des records d'activité au premier trimestre avec 3009 transactions conclues de janvier à mars. Ça, c'était une augmentation de 16 % par rapport à la même période en 2019. Comme Charles vous a mentionné un petit peu plus tôt, il y a de la saisonnalité en immobilier. Donc, pour vous faciliter la tâche, on a surligné en vert les trimestres avec lesquels il faut se comparer pour obtenir le pourcentage de croissance. Pour ce qui est des nouvelles inscriptions, en fait, la tendance était à l'opposé. Donc, on voyait une baisse des nouvelles inscriptions avec 4003 nouvelles inscriptions sur le système Centris. C'était une diminution de 11 %. Et donc, ces deux phénomènes-là qui sont combinés ensemble, la baisse des inscriptions et la croissance des ventes, ça fait en sorte que le marché se resserre. On va le voir plus en détail un petit peu plus tard, mais lorsqu'un marché se resserre, ça crée des pressions à la hausse sur les prix. Comme on le voit ici, au premier trimestre, on a enregistré une bonne augmentation pour l'unifamilial avec un prix médian de 280 000 $, ce qui était une croissance de 8 % par rapport au même trimestre en 2019. Des croissances comme ça, en fait, on n'en avait pas vu depuis 2010 pour l'unifamilial. Et pour la copropriété, c'était le même son de cloche, une augmentation de 11 % avec la moitié des copropriétés qui se sont vendues à 205 000 $. Et puis, c'était la plus haute augmentation depuis 2005. Maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue Éric qui va voir avec vous l'impact de la crise sanitaire sur le marché. Bonjour. En regardant l'impact de la crise sanitaire sur le marché, on va regarder, on a préparé deux graphiques. Le graphique de gauche, c'est le mois de mars et le mois d'avril. Et si vous regardez les couleurs, la couleur pâle est 2019 et la couleur foncée est 2020.
Donc, à gauche, vous pouvez voir que les ventes du mois de mars étaient supérieures cette année comparé à l'année passée. Et à partir d'environ du 6 avril, l'effet du COVID a commencé à apparaître sur le marché. En fait, souvent, entre le 15 et le 1er avril, c'était des ventes qui étaient déjà dans le pipeline des courtiers. Donc, ça a juste continué et on a commencé à voir l'effet. Oubliez pas, nous parlons des régions administratives des Laurentides. Donc, le volume en tant que tel que vous voyez, c'est surtout le volume de la couronne nord de Montréal, Blainville, Mirabel et un peu Saint-Jérôme, et un peu moins le Haut-Laurentide et les pays d'en haut. Si je ne me trompe pas de nom, là, je ne suis pas un résident des Laurentides. Du côté du mois de mai, le côté droit, c'est qu'est-ce qui se passe dans le dernier 20 jours. Comme vous pouvez voir, les ventes sont un peu moindres que les ventes de l'année passée, qu'on pouvait s'en attendre. Mais par contre, vous pouvez remarquer que depuis environ le 10 mai, 11 mai, l'écart ne s'agrandit pas. Donc, les ventes sont pratiquement revenues à la normale. Il y a une petite baisse, mais vous pouvez voir qu'il y a moins de décélération de la baisse comparé avec la fin du mois d'avril. Donc, il y a un certain retour à la normale qui se passe un peu dans les Laurentides pour les ventes résidentielles. Maïka, s'il vous plaît. Ici, on regarde par MRC. Parce que, comme j'ai précisé, il y a vraiment une grosse différence entre couronne nord de Montréal et le Haut-Laurentide. Vous pouvez voir ici que les variations qu'il y a eu pour le mois d'avril seulement. La moyenne au Québec était une baisse de 63 %, tandis que la moyenne pour l'ensemble des Laurentides est de 58 %. Vous pouvez voir des écarts, genre Argenteuil qui est seulement 42 % et Mirabel qui est 48 %. Oui, c'est une baisse, mais c'est quand même très bon comparé à la moyenne québécoise. Maïka, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Maintenant, on parle que ce qui est important aussi, c'est pas juste de vendre, mais c'est aussi d'avoir un niveau d'offres. Mais les offres, c'est les nouvelles inscriptions. Et là, on voit l'effet des politiques publiques. Quand le gouvernement a commencé à mettre en œuvre certaines politiques de confinement, beaucoup de personnes psychologiquement ont décidé de ne pas mettre en vente leur maison ou d'attendre ou de le retirer du marché. Vous voyez l'effet immédiatement à partir du 21 mars. Et ça a été constant depuis ce temps-là. Et encore, si vous regardez du côté droit, à partir d'environ du 10-12 mai, vous voyez que les inscriptions commencent à reprendre au même rythme que les années passées. Donc, on en a moins que l'année d'avant, qui crée une demande sur l'offre, mais au moins les inscriptions commencent à revenir un peu plus sur le marché. Est-ce qu'on peut? Merci beaucoup. Pour les MRC, c'est la même chose. Si vous regardez la province du Québec, c'est à 75 % de moins d'inscriptions pour la période du mois d'avril. Et vous pouvez voir, par contre, que pour les Laurentides, c'est 70 %. Effet intéressant. Les Laurentides, plus qui est dans le nord des Laurentides, il y a eu moins d'effets parce que le confinement est un peu différent pour cette région-là. Donc, c'est vraiment relié sur les politiques publiques, le phénomène de l'offre présentement pour l'immobilier. Maïka, merci beaucoup. Maintenant, où qu'on en est dans le cycle immobilier pour la région administrative des Lauriers. Maintenant, je vais faire une petite partie théorie. En passant, je bouge beaucoup sur ma chaise. C'est parce que j'ai un chat qui m'attaque les jambes et je ne veux pas me baisser pour essayer de le ramasser. Donc, je m'en excuse un petit peu. Les conditions du marché, le nombre de mois d'inventaire, c'est ça qu'on regarde le plus. Pourquoi qu'on regarde ça le plus? C'est parce que ça a un effet de corrélation immédiat sur vos prix médians. Donc, si vous êtes dans une condition de vendeur, que vous avez moins de 8 mois d'inventaire, les prix médians vont être affectés énormément. Si vous êtes en condition d'équilibre, les prix médians vont être affectés tout le temps vers le positif. Et si vous êtes en condition d'acheteur, les prix médians vont quand même augmenter, mais beaucoup moindrement. Comment qu'on calcule le mois d'inventaire? Vous êtes courtier, vous le savez c'est quoi, mais maintenant qu'on se fait enregistrer, je vais quand même l'expliquer de façon plus technique. C'est les inscriptions, c'est la moyenne des 12 derniers mois des inscriptions divisé par la moyenne des 12 derniers mois des ventes pour la période qu'on regarde. Ça vous donne votre nombre de mois d'inventaire. Maintenant, on va regarder les chiffres. Qu'est-ce qui est arrivé dans les Laurentides depuis 2014? Ce graphique-là, regardez bien du côté gauche votre échelle, c'est 0 mois d'inventaire en haut et c'est 20 mois d'inventaire en bas. Donc, c'est une échelle inverse.
Comment ça fonctionne? Si vous êtes à 10 mois d'inventaire, à 20 mois d'inventaire, ce sont des conditions favorables aux acheteurs. Si vous êtes entre 8 et 10 mois, c'est des conditions d'équilibré. Et si vous êtes 8 mois et plus, c'est des conditions favorables aux vendeurs. Comment les régions des Laurentides se produisent depuis 2014? On était à 17-18 mois d'inventaire, juste une seconde s'il vous plaît, Maïka, et on s'est parti jusqu'en 2019 février environ, l'année passée, qu'on est rentré dans un mode d'équilibre, et vous voyez une accélération qui se passait, qui explique le prix médian que Maïka a précisé tout à l'heure avec une augmentation de 8%, c'est à cause de cette accélération-là. Donc, les régions des Laurentides étaient dans un boom présentement, là. Ils s'en allaient là-dedans, mais quelque chose s'est arrivé. On appelle ça une pandémie. Maïka, s'il vous plaît. Maintenant, c'est quoi les conditions du marché? On les a mis par MRC parce que vous le savez, la région Blainville, la région Mirabel, très différent que la région des pays d'en haut, etc. Donc, vous pouvez voir sur ce petit dessin ici, sur ce petit tableau, les conditions en rouge, ce sont les conditions d'acheteurs, beaucoup de mois d'inventaire. Les conditions en vert, vendeurs, pas beaucoup d'inventaire. Et vous pouvez reconnaître facilement les MRC qui sont présentement très actifs dans la région des Laurentides. Par exemple, Mirabel, Thérèse de Blainville, Deux-Montagnes, très, très actif. La Rivière-du-Nord, qui est Saint-Jérôme, Sainte-Sophie, très actif aussi, mais un peu moins d'actif que les 3 premiers que j'ai nommés. Et ensuite, on passe à l'autre étape. Et si vous prenez une règle, c'est carrément une distance par rapport à Montréal. Donc, vous suivez Montréal. Maintenant, c'est quoi l'évolution du marché? Ça, c'est ça qui explique exactement un cycle immobilier. Habituellement, on commence tout le temps avec une phase 1, stabilisation reprise, qu'on est 14-16 mois d'inventaire, qui est le côté gauche, la phase 1. Et si vous regardez cette partie-là, c'est la partie des Hauts-Laurentides, pays d'en bas. Phase 2, croissance-expansion, c'est quand vous commencez à accélérer, Mirabel, Saint-Jérôme, voilà 2-3 ans. Et vous êtes en euphorie. L'euphorie, on ne sait pas combien de temps que ça va durer. Ça peut durer 1 mois, ça peut durer 1 an. Dans le cas des régions Laurentides, pour, disons, Mirabel-Blainville, c'est depuis 1 an qu'on était dans la phase euphorique présentement. Et ça pourrait peut-être continuer. On n'est pas certain parce qu'on ne l'a pas vécu. Ensuite, on a tout le temps une contraction en revirement, en phase récession ou dans une crise économique qui risque de s'en venir suite à notre crise sanitaire. Et ensuite, on passe vraiment en phase récession pour revenir à la phase 1. Pourquoi qu'on vous montre ça? C'est pour vous montrer où qu'on était dans notre cycle immobilier pour la région administrative des Laurentides. Et n'oubliez pas, les données qu'on va vous montrer sur la prochaine diaporama, ça va être des données pour le premier trimestre de 2020. On était rendu où? Comme j'ai dit, le haut des Laurentides, Pays d'en haut, Argenteuil, les Laurentides, Antoine-Labelle, on était en stabilisation reprise, on s'en allait dans une croissance-expansion. Deux-Montagnes, Mirabel, la Rivière-du-Nord et Thérèse de Blainville, croissance-expansion, euphorie, on s'en allait dans cette période-là qui aurait peut-être pu durer, peut-être pas. C'est quelque chose qu'on ne saura pas, mais on peut se rattraper. Si on passe à la prochaine slide, s'il vous plaît. Tout ça, c'est toujours la corrélation par rapport au prix médian. Si on est dans un cycle équilibré, c'est 1 pour 1 ou à pratiquement peut-être 90% d'augmentation d'inventaire ou de réduction d'inventaire, c'est 90% d'effet sur le prix médian direct. Maintenant, comment ça a affecté? C'est un marché en croissance. Toute la région administrative de Laurentides, c'est 8% pour le premier trimestre, 10% pour le mois d'avril. Il faut faire attention avec le mois d'avril, puisqu'il y a eu beaucoup moins de ventes. C'est des effets qui se sont passés surtout sur les ventes actuelles, moins de. N'oubliez pas que beaucoup de personnes qui ont perdu des emplois, c'est des personnes qui allaient dans un segment de prix de maison un peu plus bas. Donc, les segments des prix des maisons un peu plus hauts ont continué quand même à fonctionner. Moins de ventes, beaucoup de segments à prix plus haut, ça a donné une augmentation unifamiliale assez grande comparée aux années passées. Donc, il faut prendre ces données-là avec un grain de sel. C'est vraiment des données dans un événement extraordinaire présentement. Donc, il faut le regarder avec un grain de sel à longue distance. Si on peut regarder la prochaine. Maintenant, on va passer la parole à Charles qui parle des crises économiques et perspectives du marché. Merci beaucoup. À toi, Charles. Alors, merci Eric. Donc, comme on l'a vu, la crise sanitaire a eu un impact assez drastique sur les transactions et sur les inscriptions, mais pas d'impact vraiment sur les prix. Donc, ça, c'est juste parce que le marché a été gelé d'une certaine manière. Le marché a été mis en pause
Donc, les conditions de marché, finalement, ont été immobilisées. Là, ce qui va être intéressant de voir, c'est qu'est-ce qui va se passer avec la crise économique qu'on va vivre en 2020. Parce que là, on n'a pas encore eu les effets, les pleins effets de la crise économique qui est engendrée par la crise sanitaire. Donc, il faut vraiment distinguer les deux choses. Alors, tout le monde, on s'y attend, évidemment. L'économie du Québec sera en récession en 2020. Hein. On va connaître 2 trimestres consécutifs de contraction de la croissance économique. Alors ça, en termes économiques, là, en théorie économique, 2 trimestres de croissance négative, c'est une récession économique. C'est plus une récession, c'est l'aspect technique finalement que je montre là. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au 2e semestre, on devrait connaître un rebond de l'activité économique assez important. Notamment au 3e trimestre, puis au 4e trimestre. Parallèlement, on voit que les pertes d'emploi ont fait vraiment grimper de manière assez rapide le taux de chômage depuis quelques mois. Puis on s'attend à ce qu'au 2e trimestre, donc on atteigne un sommet aux alentours, un petit peu au-dessus de 10%, ce qui est assez violent. Là. C'est rare de voir une hausse aussi rapide du taux de chômage. Bon, ça s'explique par le lockdown de l'économie, et beaucoup de secteurs ont dû non essentiels ont dû arrêter leur activité. Ceci étant dit, comme vous le voyez, peut-être Micah, on va. Comme vous le voyez, ça devrait, avec la reprise économique qu'on devrait connaître au 3e trimestre, descendre relativement rapidement aussi et se résorber. Ceci étant dit, certains secteurs seront quand même encore touchés de manière plus durable par cette crise. Donc ça, c'est ça le problème. On n'arrivera pas à des taux de chômage aussi bas que ceux qu'on avait connus donc avant la crise sanitaire. Donc le tissu économique est va être un petit peu endommagé malgré tout. Donc si on peut passer à la diapositive suivante. Donc c'est un choc économique qui, selon nous, va être amorti au Québec. Québec est beaucoup mieux positionné économiquement que d'autres provinces canadiennes. L'économie est vraiment avantageusement diversifiée, donc ça va un petit peu réduire l'impact économique, l'impact sur certains secteurs qui sont plus à risque. Vous savez, en Alberta, le secteur pétrolier a fortement été touché parce que leur économie est très peu diversifiée et c'est toujours finalement a toujours compté sur ce secteur, ce qui n'est pas le cas au Québec où il y a beaucoup plus de secteurs économiques à forte valeur ajoutée. Alors, les ménages au Québec sont moins endettés et possèdent une meilleure épargne qu'ailleurs au Canada, pardon. Les finances publiques sont en meilleure posture que dans les autres provinces et on bénéficie de taux d'intérêt très bas. Bon, ça c'est partout au Canada, mais le Québec bénéficie particulièrement de ce taux d'intérêt très bas parce qu'en temps normal, s'il n'y avait pas d'autres provinces qui traînaient un peu de la patte, on devrait avoir des taux d'intérêt plus haut que ce qu'on a au Québec. Mais on bénéficie donc de la croissance de la crise économique de certaines provinces de l'Ouest canadien. Donc ça stimule la croissance économique québécoise et aussi le marché immobilier, comme on le voit depuis au moins 2-3 ans. Par ailleurs, ensuite, qu'est-ce qui va nous permettre de passer le cap? C'est que les différents paliers gouvernementaux supportent massivement les ménages et les entreprises. Donc, c'est d'autant plus fort au Québec, qui reçoit quand même un impact, qui reçoit un appui particulièrement important. Alors, toutefois, plus les jours passent et plus le virus dévoile certains de ces aspects qui sont plus ou moins difficiles à cerner. Donc, il faut quand même faire preuve de prudence. On ne sait pas comment aussi va se dérouler le déconfinement. Il est possible qu'il y ait une deuxième vague.
Donc, il va falloir être très prudent par rapport à ça. C'est pour ça que nous avons développé un scénario plus pessimiste que celui que nous allons vous présenter, qui est un scénario de base quand même très réaliste, optimiste, raisonnablement optimiste, mais c'est celui qu'on va suivre. Donc, nous allons devoir vivre avec le virus encore plusieurs mois et nous organiser en conséquence. Donc, tout le secteur de production, toutes les manufactures vont être moins productives parce qu'il va falloir respecter des règles de distanciation sociale pendant un certain temps. Donc, ça va impacter quand même la vigueur de la reprise économique. Par ailleurs, les régions ne sont pas toutes sur le même pied d'égalité. On verra comment les Laurentides s'en sortent par rapport à ça. Et les fermetures des frontières limitent les flux migratoires. Donc, ça peut avoir aussi un impact sur certaines régions et donc notamment la région métropolitaine de Montréal. Alors, certains secteurs ne reprendront que graduellement. Certes, les ménages donc ne sont pas économiquement égaux face à la crise. Il y a certains ménages dont les revenus provenaient de secteurs plus précarisés par la crise, comme le secteur de la restauration, de l'hôtellerie, du tourisme, mais aussi celui de l'aéronautique. Donc, il faut faire bien attention. Il y a un petit peu une économie à deux vitesses qui va peut-être être observée au cours des prochains mois. On verra donc, quels sont les secteurs qui sont les plus gravement touchés, qui auront le plus de mal à se relever donc de cette crise sanitaire. Certains ménages pourraient être plus profondément affectés que d'autres. Mais la bonne nouvelle quand même, c'est que de façon générale, on voit que l'indice de confiance des consommateurs est en récupération. Il a fortement chuté dans le courant du mois d'avril, mais on voit que les indicateurs sont en train de prendre une orientation beaucoup plus positive. Donc ça, c'est bien. Donc l'immobilier, de manière générale, pourrait quand même tirer son épingle du jeu du fait que, on le voit, l'immobilier reste un bien, un secteur, en tout cas l'immobilier en tant que tel, est un bien vital. Donc, ça, c'est quelque chose qui ressort et qui distingue l'immobilier résidentiel de l'immobilier commercial qui va beaucoup plus être affecté par la crise que le secteur résidentiel, de l'immobilier résidentiel. Donc, si on passe à la diapositive suivante, quels sont les paramètres économiques que l'on suit donc pour faire nos prévisions? Donc, évidemment, on suit la création d'emplois, parce que la création d'emplois a un impact sur les revenus à confiance des consommateurs. On suit la composante démographique qui est très importante, c'est-à-dire la création des ménages, donc croissance naturelle de la population, mais aussi le solde migratoire interne par région administrative. Puis là, vous verrez que les Laurentides se positionnent très bien. Ensuite, on prend en considération évidemment les mesures de support gouvernemental et aussi ce qui avait été prévu dans le budget provincial 2020, qui notamment avec les investissements dans qui résultent du plan québécois sur les infrastructures, qui est qui va supporter l'économie québécoise, qui le fait depuis déjà quelques années, mais qui va être accéléré par le gouvernement au cours des prochaines années. L'activité de construction est une composante très importante dans la croissance économique québécoise. Oui, on le suit, mais l'activité de construction aussi au niveau du marché immobilier est un facteur que l'on suit de près, évidemment, parce que, et là, en l'occurrence, le secteur de la construction est un petit peu à la remorque de la demande. Donc, ça va avoir un impact quand même favorable avec, pour les vendeurs, dans le sens où l'inventaire devrait être influencé, plutôt favorablement influencé du fait de la pénurie un petit peu de nouvelles constructions. Bon, et en fait, ensuite, les taux d'intérêt sont à des niveaux historiquement bas, donc ça va contribuer encore à la croissance économique.
et donc c'est une composante importante aussi de notre modèle prévisionnel, la composante taux d'intérêt. Donc notre scénario de base est le suivant. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, au début d'année, on prévoyait pour 2020 102 000 transactions au Québec. On n'en prévoit plus que 75 000, hein, donc une baisse de 22% par rapport à 2019. Bon, il faut dire qu'on part de loin. Hein, 2019 a été une année exceptionnelle. Donc, moins 22% et une légère baisse des prix aussi qui va accompagner donc cette contraction du nombre de ventes. Donc, une très légère baisse de moins 2% pour la région, pour la province du Québec de manière générale. On pense par contre qu'il va y avoir un rebond en 2021 du nombre de transactions, donc plus 25%, ce qui pourrait nous faire presque réatteindre le niveau atteint en 2019 sans le dépasser. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on prévoit un rebond des prix donc en 2021. Donc ça, c'est notre scénario de base qui est suivi et qui finalement encadre les prévisions qu'on va faire pour la région des Laurentides qu'on va vous présenter plus tard. On a un scénario pessimiste, hein, si les choses vont moins bien que ce qu'on pense, si il y a une deuxième vague virulente avec une nouvelle phase de confinement, une économie qui accuse davantage le coup, alors c'est sûr que là, on pourrait s'attendre à une baisse plus prononcée des ventes en 2020 et surtout des prix, hein, du fait d'une forte baisse de la confiance donc des ménages et d'une contraction de la demande, d'une forte hausse finalement des nouvelles inscriptions qui pourraient survenir dans le courant de l'automne. Donc ça, ce sont des éléments qui pourraient changer la donne et donner un portrait plus négatif. Mais on n'en est pas encore là. Et pour 2021, eh ben, finalement, on aurait seulement un petit rebond des ventes, un petit rattrapage de 10%, et on connaîtrait encore une stagnation des prix ou même une légère baisse des prix pour la province du Québec. Donc ça, c'est le scénario pessimiste. On voit qu'il y a quand même une certaine, une certaine corrélation entre la densité de la population et la propagation du virus, mais aussi donc l'impact que ça pourrait avoir sur l'économie en tant que telle. Donc c'est sûr que la région administrative des Laurentides est relativement peu exposée à une forte densité de la population, ce qui est quand même positif, qui pourrait avoir un impact plutôt positif sur l'économie et sur le marché immobilier, contrairement vraiment à la région plus proche, la région de Montréal, les couronnes nord et couronnes sud et île de Montréal compris, là, qui sont un petit peu beaucoup plus denses, qui pourraient être davantage impactées économiquement. Alors, si on regarde un petit peu la répartition de l'emploi selon le secteur d'activité dans la région administrative des Laurentides, on voit que certains secteurs, oui, pourraient être relativement très présents. Hein. Si on regarde par rapport à la pondération provinciale, on voit que le secteur de l'hébergement, de la culture et des loisirs est plus important dans la région administrative des Laurentides que dans la moyenne, qu'au niveau de la moyenne provinciale. Donc ça pourrait avoir un impact négatif sur l'activité économique au cours des prochains mois et de manière assez durable quand même. Ceci étant dit, il faut mettre un bémol. Le tourisme des habitants du Québec devrait quand même bien se porter en 2020, même si peu d'étrangers viennent au pays. Le système de l'enseignement, donc, par contre, qui est quand même pas mal touché par la crise, est beaucoup moins, légèrement moins pondéré que par rapport à
la situation au niveau provincial. Donc ça, c'est un élément positif. Le secteur primaire, c'est-à-dire tout ce qui est exploitation des ressources naturelles, est quand même assez important dans la région des Laurentides, donc notamment au niveau du bois d'œuvre. Alors ça, c'est un élément qui pourrait être défavorable pour la reprise de l'activité économique dans les Laurentides, mais on pense que avec la reprise de l'économie mondiale, hein, en Chine, on est déjà à des niveaux d'activités économiques qui sont presque revenus à la normale. On pense que les États-Unis devraient être pas mal impactés négativement par la crise sanitaire. Ceci étant dit, on pense que l'activité économique devrait quand même rebondir aux États-Unis, ce qui bénéficiera donc au secteur du bois d'œuvre dans donc les Laurentides. Et au niveau manufacturier, le secteur manufacturier il est aussi un petit peu moins important qu'au niveau de la moyenne nationale, mais provinciale. Ceci étant dit, on a des secteurs, il y a des secteurs qui sont moins résilients que d'autres. Hein. Le secteur aéronautique a été quand même pas mal touché, puis c'est un secteur qui est très présent dans la couronne nord de Montréal. Ceci étant dit, il y a aussi des secteurs d'activité manufacturiers qui sont très connectés au niveau du transport terrestre, au niveau de la logistique, donc qui pourraient être très résilients par rapport à donc l'impact de la crise économique sur le pays. Donc, ce sont des éléments qui devraient contrebalancer un petit peu les effets négatifs qui pourraient être vécus dans d'autres secteurs. Et on pense que finalement, la région administrative des Laurentides devrait quand même pas trop mal s'en tirer dans son ensemble au niveau économique. Mais ce qui est très important, c'est de voir qu'au niveau démographique, la région administrative des Laurentides est très, très bien positionnée et les perspectives de création de ménages sont très fortes. Alors, ça va être un soutien très important au marché immobilier pour les prochaines années dans cette région-là, ce qui nous permet d'être très positifs. Et la base économique des Laurentides est quand même relativement diversifiée et performante, forte valeur ajoutée. Donc, on pense qu'on va pas mal s'en tirer. Et puis, le secteur de la villégiature pourrait aussi bien réagir retirer certains bénéfices finalement de la crise du Covid. Hein. Plusieurs personnes songent quand même à s'acheter quelque chose à l'extérieur de milieux urbains, hein, du fait de l'expérience vécue au cours des dernières semaines. Donc ça va être un impact plus léger, à plus court terme, mais ça devrait soutenir quand même le marché de la villégiature pour les prochains mois, ou en tout cas les 2 prochaines années. Alors, je vais laisser la parole à Maïka qui va vous faire un peu le portrait des investissements privés et publics qui sont quand même très importants dans le Laurentide et qui devraient supporter l'économie de la région. Merci Charles. Pour ce qui est des investissements dans les Laurentides, on a vu une légère baisse en 2019. Il faut dire que la région, comme je vous parlais un petit peu plus tôt, est confrontée au vieillissement de la population. Donc, les entreprises ont de plus en plus de difficultés à recruter. Puis aussi, vous le savez sûrement, mais il y a un problème de congestion routière dans la région. Donc, ça nuit un peu à l'expansion des entreprises. Par contre, les perspectives sont très positives pour 2020. C'est surtout dû aux projets immobiliers qui vont soit se poursuivre dans la région ou soit débuter au cours de l'année. Parmi ça, on note les habitations Trigone qui vont faire un développement résidentiel à Saint-Jérôme, donc un investissement qui est non négligeable de 242 millions de dollars. Aussi, les condos urbains à Mirabel Sky Blue de 150 millions de dollars. Aussi, on compte beaucoup d'investissements publics qui vont avoir lieu en 2020. Le ministère de l'Éducation qui a décidé de rénover les écoles et qui va injecter 165 millions de dollars dans la région. Aussi, Transport Québec, on parlait des infrastructures routières, mais on va investir beaucoup pour l'entretien et l'amélioration du réseau routier. Ces travaux-là vont s'échelonner jusqu'à 2021 et vont représenter 140 millions de dollars. On a aussi Hydro-Québec qui vont construire un poste des Patriotes. Donc,
Ça va soutenir l'emploi dans la région avec 130 millions de dollars. Aussi le développement à l'aéroport de Mirabel de 107 millions de dollars. Maintenant, tout ce qui arrive avec ça, toutes les parties qui est arrivées, que Charles a parlé de l'impact économique, etc., où ça va faire d'effet, c'est des projections, où qu'on pense qu'on va s'en aller. Si vous voyez ce graphique, c'est le même graphique que j'ai présenté plus tôt, mais c'est sur les mois d'écoulement d'inventaire. Vous voyez à la droite du graphique, qu'est-ce qu'on pense qui va arriver dans l'évolution du marché. Il va y avoir une augmentation un peu du stock d'inventaire à partir de maintenant jusqu'environ l'année prochaine au mois d'avril. Et ensuite, il va y avoir une reprise de l'économie plus active, une augmentation des ventes. Donc, on prévoit une augmentation des ventes et des prix médians puisque c'est corrélé. Si on passe sur la prochaine graphique, n'oubliez pas, ce sont des prévisions. Les meilleurs prévisionnistes au monde, ils sont bons à 50%. Nous, on est à 50,1% du temps, on est correct. Donc, on est bon, mais on n'est pas encore parfait. Si vous voyez ici, présentement, les prix médians, on était dans le 250 000. Ce qu'on prévoit, c'est qu'il va y avoir une petite baisse jusqu'à l'année prochaine, surtout dans le mois d'octobre, décembre, janvier, mais après une reprise très significative des prix médians pour le restant de l'année. Donc, ça va être assez intéressant de ce côté-là dans notre évolution prévisionnelle des prix médians. Merci, Maïka. Maintenant, je repasse à Charles pour conclure. Donc, vous voyez que les perspectives sont quand même relativement positives pour votre région administrative. Mais ce qui serait intéressant, c'est de voir quel est votre point de vue à vous. Moi, je serais très intéressé d'avoir un petit peu votre feedback de terrain et pour mieux comprendre la situation et qu'on puisse être plus précis dans nos prévisions. Pour cette partie, si vous permettez, je regarde un peu le temps, on est un peu serré. Donc, je vais proposer quelque chose un peu différent. Michel, si tu permets, je vais t'utiliser. Je vais demander aux membres des courtiers qui sont présents, qui aimeraient participer à un sous-comité, pas besoin d'avoir tout le monde, pour qu'on puisse évaluer plus en détail le futur des Laurentides. Comment les délimiter? Parce que on n'a pas parlé, exemple, de Mont-Tremblant et des condos du Mont-Tremblant. On n'a pas parlé de Mirabel, la façon qu'il y a beaucoup de plex qui sont en train de se faire développer. Donc, il y a des différences. Michel, est-ce que tu serais partant de m'aider là-dedans? Comme coordonnateur, faire un petit sous-comité avec les courtiers qui seraient intéressés? Oui, absolument. Super, merci beaucoup, Michel, c'est apprécié. Puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, par contre, j'ai des questions. Ici, est-ce que je vais assumer que la majorité des courtiers sont plus dans la couronne nord, mais est-ce qu'il y a des courtiers qui sont plus dans le Haut-Laurentide et les pays d'en haut? Basse-Laurentide, on a quelqu'un de Carole. Pascal aussi. Est-ce que je pourrais parler à Pascal, s'il vous plaît? Carole, je ne t'ai pas oublié, je suis désolé, c'est parce que Pascal a juste été un peu plus rapide. Ou José Tremblay des Hautes-Laurentides. Si on peut ôter le micro, s'il vous plaît. José Tremblant, parfait, on va unmuter. Bonjour José, comment allez-vous? Merci. Est-ce que vous voyez une différence, vous, avec le déconfinement qui s'est passé un peu différemment dans le Haut-Laurentide comparé avec le Basse-Laurentide? Est-ce que vous avez vu une certaine différence? Je ne peux pas comparer parce que je n'ai pas vécu ce qui s'est passé dans les Basses-Laurentides, mais je dirais que la semaine passée, c'est parti en fou. Il y a eu 2 lancements de projets de construction neuve, entre autres les jours se suivent et ça, c'est samedi, il y a eu pour au-dessus de 24 millions qui s'est vendu 28 unités dans un projet de condo sur le bord du lac Tremblant. 2 semaines plus tôt, il y avait eu 21 unités sur un autre projet de condo neuf. Les résidences de villégiature restent pas longtemps sur le marché. Les gens, il y a comme beaucoup de gens qui, je pense, nous envient avec le mode de vie qu'on a ici. J'ai pas touché à la résidence permanente du travailleur de Tremblant. Cet aspect-là, j'ai pas eu de clients pour ça. Fait que je peux pas. OK, donc vous voyez un engouement de personnes qui viennent de la région de Montréal ou des plus grands centres urbains et qui va plus haut. Brigitte, j'adore votre chat en passant, mais ça, c'est autre chose.
Désolé, j'adore les chats. Merci beaucoup, José. C'est vraiment intéressant. Et comme je suis désolé, je fais ça très rapidement parce qu'on est serré dans le temps. Mais les courtiers qui sont disponibles, qui seraient partants de nous aider de faire une meilleure évaluation du marché futur des Laurentides. Il faut qu'on regarde un peu plus par MRC, par les secteurs comme Saint-Jérôme, Mirabel pour les duplex, les triplex ou pour les condos, etc. Ceux qui aimeraient nous aider, faire un petit sous-comité, s'il vous plaît, communiquez avec Michel, il va communiquer avec moi après et ensemble, on va faire un petit Zoom, mais avec moins de personnes et avoir plus de discussions en profondeur. Je m'excuse, Charles, je t'ai coupé, je te redonne la parole. Non, je trouvais que la réflexion de la personne qui parlait juste avant était très intéressante parce que on veut vraiment voir quel est l'impact un petit peu à court terme là du Covid sur le marché de la villégiature. Puis on voit qu'il y a quand même un engouement, que les gens ils sont plus intéressés finalement à acheter peut-être des résidences secondaires ou encore s'installer même plus loin de la région de Montréal pour bénéficier d'une meilleure qualité de vie et de profiter aussi de ce que peut offrir les moyens technologiques pour travailler, donc pour avoir finalement le meilleur des deux mondes à la campagne. Merci Charles. En passant, puisqu'il reste 30 secondes, est-ce qu'il y aurait des questions, on va quand même dépasser un peu le temps, là, mais est-ce qu'il y aurait des questions directes pour nous, pour Charles, moi ou Micah? Ne vous gênez pas, on est, comme vous voyez, moi j'aime parler, donc je suis capable d'en prendre des questions, là. Et utiliser la fonction lever la main pour souligner que vous voulez prendre la parole. La présentation va être disponible, José, oui, en effet. Beaucoup de locations de long terme, ça c'est super intéressant aussi. À court terme, ça c'est intéressant. Donc, pas de questions directes. Parfait. S'il vous plaît, encore, je reviens. Passez par Michel. Il faut qu'on crée un comité pour mieux vous donner un meilleur service, plus détaillé sur des parties différentes de toutes les MRC des Laurentides et que vous ne soyez pas juste la rive nord de Montréal. Donc, moi, je vous remercie. Je suis certain que Charles et Micah veulent aussi vous remercier. Merci tout le monde. Peut-être Émilie, rien à rajouter. JP, c'est Jean-Pierre. C'est Jean-Philippe. Jean-Philippe. Non, donc merci à tous et tous d'avoir été en ligne avec nous et on va s'assurer d'avoir la présentation disponible via l'extranet pour consultation en plus de l'enregistrement de ce matin. Puis Émilie, c'est à toi. Je vois que Patrick Perrault a la main levée, donc M. Perrault. Oh, M. Perrault, désolé. M. Perrault, c'est à vous. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, absolument. Super. Écoute, c'est hors contexte, là, mais à l'époque qu'on avait une association qui était plus proche de... C'est hors contexte, on arrête d'en parler. Nous, voilà. Et puis nos soucis dans les Laurentides, tels que des tests d'eau, des fosses septiques et champs d'épuration pour faire de nous des pros du Nord. Je pense que c'était ça le terme qui était utilisé à l'époque. J'ai plusieurs fois envoyé des communications lors de la transition pour savoir est-ce que ça allait être maintenu, ces formations-là? Est-ce qu'on allait pouvoir bénéficier de formations spécialisées à notre région? Je n'ai jamais eu de réponse. Maintenant, la transition est pas mal complétée. Je souhaiterais que les gens qui s'occupent de nous dans les Laurentides reprennent ce genre de formation-là. Est-ce que je parle aux bonnes personnes? Je dois m'adresser à quelqu'un d'autre? Je pense, M. Perrault, qu'on va faire un suivi sur votre accueil parce que moi, la seule affaire que je peux vous dire là-dessus, c'est de prendre le nombre de statistiques de mails que vous avez envoyés qui n'ont pas été répondus. Donc, c'est 0 basé sur votre réponse. Oui, mais on va faire le suivi pour être sûr et certain que les personnes responsables, qui s'appelle Virginie Goyette, qui est une nouvelle employée très bonne dans la formation, va s'en occuper et va vous faire un suivi. Merci beaucoup. De rien, M. Perrault. Est-ce qu'il y aurait des questions sur l'analyse du marché? Pas que j'appris pas la question de M. Perrault, mais quelque chose que je peux répondre de façon plus convaincante. Non? Je vous souhaite à tous une excellente journée ensoleillée.